L'Aïd El-Kébir 2017 célébré aujourd'hui par les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire, moment de partage en famille et de rassemblement. Bientôt un nouveau scrutin présidentiel au Kenya. La Cour suprême a invalidé aujourd'hui la victoire du président Uhuru Kenyatta. Enfin, 1er septembre 2013, soupir de soulagement en Afrique du Sud car l'ancien président Nelson Mandela, 95 ans, sort de l'hôpital. Bienvenue, bonsoir à tous. C'est donc dans une grande ferveur que la prière de la Tabaski 2017 a été dite ce matin dans les mosquées du district d'Abidjan. Mais quels sont les points essentiels du sermon délivré par les imams? Herman Niamia. C'est au groupe Sainte-Foi que les fidèles musulmans d'Abobo Avoukatié se sont rendus pour la prière de l'Aïd El-Kébir. Dans son sermon, l'imam Zakaria Traoré a exhorté le peuple de Dieu à poser des actes positifs, comme l'a fait le prophète Mahomet, afin de bénéficier de la clémence de Dieu. Il a également prié pour la paix en Côte d'Ivoire, avant de demander aux fidèles musulmans et à l'ensemble des Ivoiriens de cultiver la solidarité et la cohésion dans leurs différentes communautés. À la mosquée principale d'Adjamé 220, la communauté islamique Ahmadiyya Côte d'Ivoire a célébré ce jour la fête de l'Aïd El-Kébir, consacrant la fête de la Tabaski et le sacrifice d'Abraham. Pour cette célébration, les fidèles ahmadiyistes ont communié ensemble en suivant le sermon de l'ami Abdul Kayoum Pacha, suite à la prière des 2 rakats. L'ami, dans son sermon, a invité les fidèles au partage, mais aussi et surtout à s'inspirer de la foi d'Abraham pour se rapprocher davantage d'Allah. La fête du sacrifice célébrée aujourd'hui par la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, l'Aïd El-Kébir, rappelle la foi d'Abraham, prêt à sacrifier son fils pour plaire à Dieu. La Tabaski est également un moment de partage en famille et de rassemblement, instant de complicité, bonheur partagé. Notre reporter Herman Niamia a visité quelques foyers musulmans du district d'Abidjan. On se croirait à une fête de réjouissance en pays bêté à entendre sa sonorité du terroir. Pourtant, nous sommes bel et bien à la célébration de l'Aïd El-Kébir chez El Hadj Ibrahim Lokpo. Comme il a coutume de le faire à chaque célébration de la Tabaski, El Hadj Lokpo a convié parents, amis et collègues à un partage de repas. C'est l'acte de générosité et de soumission d'Abraham à Dieu que nous célébrons. Et cet acte-là souhaite qu'on partage. Ces moments de partage sont aussi devenus une tradition pour Ibrahim Kamagaté. Cela fait maintenant 10 ans qu'il invite ses proches à partager un repas à cette même occasion. Étant aussi un homme politique, il n'a pas manqué d'inviter ses frères des autres partis politiques. Notre plus grand souhait, c'est que nous puissions toujours offrir davantage. Et dans cette enceinte-là, ça fait la 4e édition que nous faisons. Et donc je pense que les années à venir, si Dieu nous permet évidemment d'aller un peu plus loin, nous ferons en sorte de rassembler beaucoup plus de personnes pour partager ces moments. Les invités de Kamagaté se disent heureux de cette marque de considération qui vient renforcer les liens d'amitié et de fraternité. Nous ne parlons pas politique aujourd'hui, il s'agit d'une fête religieuse, la Tabaski. Et vu que les Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest et du Centre ont intérêt à être ensemble pour permettre à la Côte d'Ivoire de sortir des ténèbres, alors on a décidé, nos jeunes, n'est-ce pas, d'accompagner des actions qui sont de nature à encourager la cohésion. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici parce que c'est la fête de Tabaski. C'est vrai que c'est une fête dédiée à nos frères musulmans, mais nous sommes ensemble et nous sommes là pour les soutenir. Dans le même élan de solidarité, l'ONG Assam et son partenaire turc ont choisi de venir en aide aux plus démunis. 300 bœufs ont été immolés et partagés aux couches défavorisées du district d'Abidjan. Depuis 1997, nous travaillons avec la Turquie. Dans les mois de Ramadan, nous distribuons des aliments aux nécessités, les orphelins et les veuves. On a pris ça comme coutume. Les bénéficiaires de ce don sont retournés heureux chez eux d'avoir obtenu de quoi nourrir convenablement leur famille à cette célébration de la Tabaski.
Un tout autre sujet à présent, l'automédication, c'est-à-dire la prise de médicaments en dehors d'un avis médical peut être dangereuse. Les risques sont en effet multiples et peuvent entraîner des complications sévères. Alors comment mettre fin à l'automédication? Ce soir, une victime décide de livrer un témoignage. Attention, certaines images peuvent choquer. En ville pour des courses, Reine Claire reçoit un message de sa nièce malade. Elle lui demande de prendre un médicament à la pharmacie la plus proche. Ce service, Reine Claire le rend à sa nièce sans problème. Quant à Alassane, il vient de se procurer un médicament à partir d'un flacon vide. Son patron en est le destinataire. J'ai juste reçu un message de ma nièce disant de lui acheter un médicament à la pharmacie, peu importe la pharmacie. C'est ce que je viens de faire. Voilà le message. Bon, ce soir, mon patron m'a envoyé de venir acheter ce médicament, Eneas plus Efferalgan. Sans le savoir, Reine Claire et Alassane viennent ainsi de vivre l'amère expérience de l'automédication. Sa définition la plus simple est la prise de médicaments sans avis médical. Le médicament peut être non-dosé, surdosé. Le principe actif peut être modifié dangereusement, aller s'attaquer à des organes bien précis. Je vous ai décrit le foie, le cerveau, le rein, le poumon. Le médicament, il a deux rôles. Il soigne, mais le médicament tue. Autre aspect, les médicaments de la rue. Damoussou les a expérimentés durant sa maladie. Là, en prix. Et puis je suis allée à Bobby. Un médecin. Le médecin dit qu'il peut m'opérer. Non, le médecin a opéré 2 fois. Ça n'allait pas. J'ai pris d'autres médicaments. Résultat de cette automédication, cette déformation de Dame Oussou. Elle souffrirait d'un cancer. Tous ceux qui peuvent m'aider dans ma souffrance, de venir m'aider. L'automédication, une pratique courante aux conséquences fatales qu'il faut éviter. Le conseil, pour revenir à simple que je donne aux populations, c'est tout simplement adressez-vous aux spécialistes de la santé que sont les médecins et adressez-vous aux spécialistes du médicament, les professionnels du médicament qui ne sont rien d'autre que les pharmaciens. Reste que ces conseils soient suivis et les populations pourraient espérer une meilleure forme après tout soin. Grosse surprise au Kenya, un nouveau scrutin présidentiel doit avoir lieu dans les 60 jours. La Cour suprême a en effet annoncé aujourd'hui l'invalidation de la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta, réélu lors de l'élection du 8 août dernier avec 54,27% des voix contre son adversaire, l'opposant Raila Odinga, 44,74% des suffrages. En images toujours, partons à présent dans le centre-est de la France pour découvrir Bibracte, l'ancienne capitale gauloise. 2000 ans après son âge d'or, cette cité continue à livrer ses secrets. Dans la région ouest de la France maintenant, une politique pour restaurer le fort du Petit B. Cet ouvrage construit au XVIIIe siècle a donc ouvert ses portes aux touristes. Embarquement pour un séjour insolite. Ces jeunes Bretons s'apprêtent à passer la nuit sur un fort dans la baie de Saint-Malo, œuvre de Vauban, le génie de l'architecture militaire sous Louis XIV. La cheminée de Vauban, dans les cuisines, c'est une cheminée qui fait que de la braise. Alors que dans les autres pièces, c'est chauffant et éclairant. C'est un savoir de Vauban, ça. Des cheminées, mais ni électricité ni eau courante. Et des chambres plutôt spartiates. On savait à quoi s'attendre aussi, et ça fait partie du jeu. Enfin, je pense qu'on savait tous, et c'est ça aussi qui est sympa. Sinon, ce serait pas vraiment, ce serait pas authentique, quoi. Un confort début XVIIIe siècle qui a un prix. 1 000 € la nuit pour les 9 locataires, très fiers de contribuer financièrement à la restauration des lieux. Il faut que, je pense, les habitants s'approprient aussi le patrimoine local et aident justement des initiatives comme celle-ci. Il faut qu'on prenne confiance qu'il faut que nous, on soit vraiment la matière aussi pour faire avancer cette restauration. Quand il rachète le fort à la mairie de Saint-Malo en 2000, Alain-Étienne Marcel n'a qu'un seul but,
sauver l'édifice militaire qui prend l'eau de toutes parts. Mais les travaux de rénovation sont lourds. Depuis 2015, le propriétaire loue sa forteresse à des touristes pour la nuit, une manière de sensibiliser à sa démarche. Financièrement, c'est énorme parce que bien que ce soit classé monument historique, j'ai quasiment aucune subvention. Et puis il y a un autre aspect qui est quand même très difficile et qui ne peut pas se faire en un jour, c'est l'aspect physique. Il n'y a pas une année, on amène moins de 15 à 18 tonnes de matériaux qu'il faut charger dans un bateau, qu'il faut débarquer dans les rochers. En 17 ans de travaux, Alain-Étienne Marcel a dépensé plusieurs centaines de milliers d'euros dans la restauration du fort. Locations et visites guidées lui donnent un coup de pouce financier, mais ce passionné rêve surtout d'un mécène pour garantir la survie à long terme de ce patrimoine. Enfin, 1er septembre 2013, en Afrique du Sud, le pays désormais rassuré car l'ancien président Nelson Mandela, alors âgé de 95 ans, quitte la clinique de Pretoria. Nelson Mandela avait été hospitalisé pour une énième récidive d'une grave infection pulmonaire. Les explications de Ami Koulibaly. L'ancien président sud-africain Nelson Mandela est rentré chez lui dimanche 1er septembre 2013 après 3 mois d'hospitalisation et recevra à domicile les mêmes soins intensifs qu'à la clinique. Et même si le communiqué des autorités est accompagné des meilleurs vœux de convalescence formulés par l'actuel président Jacob Zuma, il est difficile de savoir si ce retour à la maison témoigne d'une réelle amélioration de l'état de Mandela, ou de la volonté d'éviter au prix Nobel de la paix de finir sa vie entre les 4 murs anonymes d'une chambre d'hôpital. Sa maison de Johannesburg a été transformée en hôpital, reconfigurée pour permettre qu'il reçoive des soins intensifs. De plus, le personnel soignant à son domicile est exactement le même que celui qui s'occupait de lui à l'hôpital. Il n'est pas question pour l'ancien président de se réinstaller à Kounou, son village d'enfance dans le sud du pays où il espérait finir paisiblement ses jours depuis son retrait de la vie publique, mais qui est situé à 900 km, loin des meilleurs hôpitaux et praticiens du pays. La présidence avait démenti des informations annonçant que le héros de la lutte anti-apartheid avait pu regagner son domicile de Johannesburg. Les médias avaient finalement eu raison. Une ambulance sous escorte policière a été vue arrivant au domicile de Nelson Mandela. La présidence a aussi reconnu pour la première fois que l'ancien président souffrait de complications multiples et pas seulement d'un problème pulmonaire, en indiquant que Mandela, malgré les difficultés causées par ses diverses affections, faisait preuve, comme toujours, d'une grâce immense et de force morale. Sur l'habilité à communiquer, la présidence invoque régulièrement le secret médical et le respect de la vie privée pour refuser de communiquer ou d'entrer dans le détail des traitements. Dimanche, elle a à nouveau appelé à la dignité et à s'abstenir de toute intrusion inutile. Nelson Mandela avait été hospitalisé aux premières heures du 8 juin pour une énième récidive d'une infection pulmonaire dans un état qualifié de grave. Il pouvait alors respirer sans assistance, mais son état s'était nettement détérioré ensuite, devenant critique le 23 juin 2013. Les problèmes pulmonaires de Mandela sont probablement liés aux séquelles d'une tuberculose contractée pendant son séjour sur l'île-prison de Robben Island, au large du Cap, où il a passé 18 de ses 27 années de détention dans les geôles du régime d'apartheid. Considéré comme le père de la jeune démocratie multiraciale sud-africaine, Mandela symbolise l'obtention pour la première fois du droit de vote pour la majorité noire en 1994 et la fin des souffrances endurées durant le régime raciste de l'apartheid. Merci de nous avoir suivis. La rédaction du RTI2 se joint à moi pour vous souhaiter une excellente Tabaski 2017.